Je vais maintenant vous présenter les différentes techniques de cartographie géologique que j'ai utilisées dans le cadre de cette thèse. Dans ce travail, j'ai établi une base de données cartographique géoréférencée. J'ai donc intégré ensemble différents types de données. J'ai scanné et géoréférencé l'ensemble de toutes les cartes topographiques existantes de l'échelle 100 millième au 500 millième. J'ai effectué les mêmes démarches pour les cartes géologiques. J'ai réalisé la géolocalisation des données et cartes publiées, ainsi que les données de terrain. J'ai récupéré tous les MNT disponibles gratuitement sur Internet, ainsi que les images satellites. Et j'ai traité les données géophysiques aéroportées disponibles à Madagascar, notamment l'anomalie de Bouguer, les données aéromagnétiques et de spectrométrie gamma. Je note qu'un point fort du système ArcGIS, du système d'information géographique, est que, avec la fonction d'analyse spatiale, il est possible d'intégrer les images dans des fonctions mathématiques et ArcGIS présente des interfaces très conviviales. Un exemple d'opération simple qu'on peut réaliser, c'est d'additionner ou soustraire ou multiplier la grille de MNT avec l'aéromag ou la spectrométrie, etc. Dans ce travail, j'ai établi une base de données cartographique géoréférencée. J'ai ainsi intégré ensemble différents types de données. J'ai scanné et géoréférencé l'ensemble de toutes les cartes topographiques existantes à Madagascar, de l'échelle 100 millième au 500 millième. J'ai effectué les mêmes démarches pour les cartes géologiques. J'ai réalisé la géolocalisation des données et cartes publiées, ainsi que les données de terrain. J'ai récupéré tous les MNT disponibles gratuitement sur Internet, ainsi que des images satellites. Et j'ai traité les données géophysiques aéroportées disponibles à Madagascar, notamment l'anomalie de Bouguer, les données aéromagnétiques et de spectrométrie gamma. Je note qu'un point fort du système ArcGIS est que, avec la fonction d'analyse spatiale, il est possible d'intégrer les images dans des fonctions mathématiques et ArcGIS présente des interfaces très conviviales. Un exemple d'opération simple qu'on peut réaliser, c'est d'additionner ou soustraire ou multiplier la grille de MNT avec l'aéromag ou de la spectrométrie, etc. En géologie, l'usage du SIG présente également un point fort pour la précision des reconstitutions paléogéographiques. Pour revenir au Gondwana, nous avons ici la partie est de l'Afrique, au milieu Madagascar et à l'est l'Inde. J'ai utilisé pour chaque bloc un système de projection différent. Chaque système est spécifique au bloc. Exemple, Africa Lander conformal conique pour le bloc de l'Afrique de l'Est, Laborde 1923 pour Madagascar et l'Indian 1960 pour l'Inde. Pour Madagascar et l'Afrique, j'ai également représenté ici en marron les limites continentales fournies par l'USGS. Et observons attentivement la zone dans le cercle rouge. Une fois projeté, il devient ainsi plus pratique de reconstituer l'assemblage des blocs, simplement par analyse géométrique des contours. Aussi, un autre intérêt d'utiliser le SIG dans une étude cartographique est la possibilité d'homogénéiser l'échelle des grilles, c'est-à-dire, j'explique aussi, nous avons ici la grille de MNT de l'ensemble du Gondwana que j'ai obtenu de la base de données NOAA. On peut ainsi constater directement côte à côte les différences de dénivelé de l'Afrique de l'Est jusqu'en Inde, en passant par Madagascar, bien sûr, et ceci par la variation des couleurs. Maintenant, nous allons voir quels sont les traitements que j'ai utilisés pour les images satellites. Tout d'abord, je note que j'ai utilisé des images Landsat Thematic Mapper à 9 bandes. Le tableau à gauche représente les caractéristiques de chaque canal. Ce qui est important à noter, c'est que comme on le voit, on distingue pour tout l'ensemble 4 modes de résolution spatiale. De 30 mètres pour les bandes à lumière naturelle et la bande de l'infrarouge moyen, de 15 mètres pour la panchromatique et 60 mètres pour l'infrarouge thermique. Avec ArcGIS, j'ai donc rendu compatibles les bandes, c'est-à-dire que plus simplement, j'ai rééchantillonné chaque bande pour une même résolution spatiale. La figure à gauche est une capture d'écran du logiciel Envy, où on peut ainsi observer les 8 bandes résultantes sur une même image, tous à une résolution de 30 mètres et projetés sur un même système de référence locale que j'ai utilisé ici,
qui est l'UTM zone 38 Sud. En conséquence, il est devenu possible d'afficher en mode RGB sur une image, par exemple, des bandes de lumière naturelle avec des canaux d'infrarouge. C'est-à-dire, dans ces exemples que j'ai pris ici, j'ai affiché en rouge la bande TM80, en vert la bande TM61 et en bleu la bande TM10. Maintenant, il est donc possible d'étendre les traitements pour toutes les bandes TM. Exemple pour des analyses spectrales spécifiques, telles l'ACP, dont voici le tableau récapitulatif sur les 8 bandes. En effet, sur les 8 bandes Thematic Mapper, nous avons extrait 8 nouveaux bandes ACP. Je note en passant qu'on peut réduire le nombre de bandes ACP selon comme on le souhaite. Mes traitements ont donc montré que parmi les 8 nouvelles grilles ACP, seules 4 images présentent des valeurs propres positives, les bandes CP10, CP30, CP40 et CP60, qui sont ici dans le tableau entourés de cercles rouges. On observe également que la bande CP10 représente à plus de 90% l'ensemble des autres images. J'ai essayé toutes les combinaisons possibles en RGB à partir de ces 4 images, et voici en RGB les bandes CP10, CP40 et CP60. C'est la combinaison qui permet au mieux d'identifier des ensembles de couleurs dont les limites correspondent à des limites lithologiques et des anomalies linéaires. On observe par exemple des ensembles jaunes dans des ensembles rougeâtres. On observe également des sauts de couleurs ou des lignes de discontinuité pour les linéaments. Et si on se focalise sur la zone délimitée par le cadre noir, on identifie nettement un ensemble jaune dans du rouge. J'ai étudié en détail cette zone, et voici ce que j'en conclus. D'abord, je rappelle qu'en télédétection, l'image Landsat Thematic Mapper 10 est principalement utilisée pour la différenciation du sol et des végétaux. La bande Thematic Mapper infrarouge, qui porte le code 40TM, est utilisée pour la différenciation des biomasses. Et les bandes TM61 et TM62 sont adaptées aux études de variation thermique. Dans le cadre de mon travail, j'ai ainsi retenu que, comme on le constate sur la figure de gauche, la combinaison des bandes ou des images résultantes ACP de ces 3 bandes, c'est-à-dire les images résultantes CP10, CP40 et CP60, est très intéressante pour la cartographie lithologique à Madagascar. Ceci serait certainement dû au fait qu'on se trouve dans un climat tropical. Une autre façon d'exploiter les images satellites en cartographie géologique est l'usage des filtres pour la cartographie des objets linéaires. Des filtres qu'on applique sur la bande la plus représentative, qui est pour notre cas, comme on l'a vu précédemment, la bande ACP CP10. J'ai appliqué le filtre laplacien et différents filtres directionnels. Ces filtres me permettent d'obtenir une carte du modèle de fracturation de la région, que l'on peut observer sur la figure de droite. Je note que les segments obtenus sont caractérisés par leur longueur et leur direction par rapport au nord géographique. On peut ainsi par la suite effectuer une analyse statistique de longueur et de direction sur un diagramme. Enfin, comme on le voit sur la figure au centre du diaporama, sur les images SAT, j'ai tracé les trajectoires de foliation. C'est une technique qui consiste à tracer sur une calque les lignes de crête et les alignements de fond de vallée. Ainsi, le traitement des images satellites m'a permis d'obtenir la carte des trajectoires de foliation dont voici, centrée sur Iushi. J'ai représenté ici en lignes grises fines ces trajectoires de foliation. J'ai également rajouté sur cette carte les points de levée de foliation et de pendage acquis sur le terrain et aussi anciennement cartographiés. Comme sur une carte géologique classique, j'ai affiché ici, sur cette carte, les valeurs de pendage. Puis par la suite, j'ai procédé à une série d'interpolations. La figure de gauche représente une distribution spatiale des directions de l'horizontale du plan. Et à droite, comme ce qui est marqué, c'est la carte de distribution spatiale des valeurs de pendage. Comment j'ai procédé?
j'ai découpé en petits segments les trajectoires de foliation cartographiées initialement. Chaque segment est orienté par rapport au nord géographique de la carte. J'ai donc extrait automatiquement ces valeurs, puis j'ai établi une interpolation des points correspondant au centre de chaque segment. Et j'obtiens la figure de gauche. Je note que l'interpolation s'est faite par trégeage. Pour la figure de droite, c'est plus simple car il suffit d'interpoler les points, de lever de pendage et également toujours par la technique de trégeage. Et si on regarde les résultats, on observe que pour la figure de gauche, les directions variantes de 250 degrés à 270 degrés de l'horizontale du plan se regroupent et s'alignent sur une direction régionale de direction 140 degrés par rapport au nord géographique. On identifie ainsi sur cette figure deux groupes d'alignements régionaux de direction 140 degrés. Et sur la répartition des valeurs de pendage, la figure de droite, on peut la diviser en deux domaines. La partie est est une zone assez plat, c'est-à-dire de pendage inférieur à 50 degrés, et l'ouest où la formation sont tous presque en subverticale, avec des valeurs de pendage maximales qui se regroupent et qui s'alignent sur une direction sud-nord-sud. Voici une autre représentation qu'on peut utiliser en cartographie géologique, où on utilise la même carte de trajectoire de foliation, mais où on affiche les segments en couleur classés selon des groupes de direction. Je rappelle que la technique est ainsi de découper les trajectoires de foliation en plusieurs segments et calculer pour chaque segment sa direction par rapport au nord géographique. Combiné avec les deux figures de diapo précédents, on peut ainsi en conclure que les trajectoires de foliation de direction nord-sud ou nord-0 dans la région de Yus sont défléchies sur des directions nord 157 degrés, les groupes des 141 à 160 ici en figure, en marron sur l'image, et on identifie également que, observé à une échelle plus petite, c'est-à-dire à une échelle régionale, les déflexions nord 157 degrés se regroupent et s'alignent sur la direction nord 140 degrés. Et ici, on en identifie deux groupes. Enfin, une autre façon de traiter les données est de regrouper en ellipse les lignes de trajectoire de foliation et de calculer pour chaque ellipse le rapport axial. Sur cette figure, j'ai représenté en même couleur des ellipses pour des groupes de valeurs de rapports axiaux. C'est aussi une manière de schématiser, voire localiser la déformation. La déformation se concentrerait là où on a des rapports axiaux élevés, les groupes d'ellipses marron, rouge et noir. J'ai marqué ici en trait noir discontinu cette zone où se concentre la déformation, c'est-à-dire la zone de cisaillement. En bref, pour un petit résumé, toutes les techniques donc m'ont permis d'identifier et de préciser la géométrie des zones de cisaillement. Et les critères sont la zone de cisaillement est la zone où se concentre la déformation et où prédomine la géométrie verticale. De ce fait, comme on les voit en rouge sur la figure de droite, j'ai pu préciser les limites des zones de cisaillement anciennement cartographiées et j'ai pu identifier de nouvelles zones de cisaillement. En ce qui concerne justement les précisions, par cette nouvelle technique de cartographie, j'ai pu mettre en évidence que la zone de cisaillement Bungula-Avara-Nutsara de direction approximative nord 140 degrés, cartographiée anciennement, que nous observons ici sur la figure de gauche, n'existe donc pas. Comme nous l'avons décrit dans les diapos précédents, cette structure ne serait alors que des concentrations et des alignements régionaux des structures de déflexion ductile nord 157.